Bonjour à tous, ou à toi, tout seul derrière ton bureau. Je vais présenter ici un aperçu général de la méthodologie Vissier-Faudy. Nous irons plus dans le détail dans les présentations suivantes. L'idée ici, c'est de donner une vision d'ensemble de l'articulation des différentes parties qui constituent cette méthodologie. Alors pourquoi analyser les chaînes de valeur? Eh bien, étant donné que les chaînes de valeur sont une séquence d'acteurs productifs qui fournissent un bien ou un service particulier sur les marchés domestiques ou d'exportation, elles sont à la fois des canaux majeurs de développement agricole pour leur capacité à générer des revenus et des emplois, et un cadre opérationnel d'engagement avec les agriculteurs, les entreprises et les décideurs politiques pour améliorer la création de revenus de façon inclusive et durable. Mais nous avons besoin d'en savoir plus sur les chaînes de valeur, de comprendre leur fonctionnement et leur performance pour aider les décideurs politiques et les investisseurs. Vissier-Faudy s'attaque à ce défi en fournissant des informations et des connaissances aux décideurs publics et privés pour le dialogue politique et pour les interventions dans les chaînes de valeur. La méthodologie Vissier-Faudy, en quelques mots. Fournir aux décideurs des informations factuelles, c'est-à-dire basées sur l'évidence, pour alimenter leur stratégie, suppose d'avoir une méthodologie spécifique. La méthodologie Vissier-Faudy est constituée de différents outils, c'est une boîte à outils, pour faire le diagnostic de la chaîne de valeur et mener des analyses extensives. Elle utilise essentiellement une approche quantitative de la performance et de l'impact de la chaîne de valeur et des informations robustes. Des informations robustes, cela veut dire des informations tangibles, pertinentes et le plus possible fiables, mais aussi des informations orientées vers les besoins des décideurs et compréhensibles par les décideurs et leurs partenaires, et enfin des informations qui peuvent être suivies dans le temps et comparées. Le cadre d'analyse Vissier-Faudy cherche à donner une image de la chaîne de valeur à un moment donné pour produire des connaissances en relation avec les stratégies de développement durable des décideurs. La boîte à outils combine différentes analyses pour répondre à 4 questions structurantes qui sont la colonne vertébrale de la méthode et des rapports. Les 4 questions sont: quelle est la contribution de la chaîne de valeur à la croissance économique? Cette croissance économique est-elle inclusive? La chaîne de valeur est-elle durable du point de vue social? La chaîne de valeur est-elle durable du point de vue environnemental? Le processus de l'étude comprend 3 principales étapes. L'analyse fonctionnelle, point de départ du travail, qui est ajustée jusqu'à la fin de l'étude, qui bénéficie des autres formes d'analyse et qui apporte à ces autres formes d'analyse. Deuxième étape, ce sont les 3 autres formes d'analyse: l'analyse économique, l'analyse sociale et l'analyse environnementale. Ces 3 analyses sont menées en parallèle, partagent la même typologie d'acteurs et parfois la collecte de données, comparent les mêmes sous-chaînes et, ensemble, donnent des réponses plus compréhensibles car plus complètes aux questions posées. La dernière étape consiste en une synthèse qui donne une image claire du fonctionnement de la chaîne de valeur. Les analyses pour répondre aux 4 questions structurantes sont guidées par un ensemble de sous-questions, appelées questions centrales, qui ciblent un certain nombre d'indicateurs qui doivent être mesurés ou de thèmes qui doivent être explorés par les experts. Il y a 6 questions centrales bien spécifiques pour répondre à la préoccupation de croissance économique, 3 questions centrales pour vérifier si cette croissance économique est inclusive, 6 questions centrales pour analyser la durabilité sociale de la chaîne de valeur et enfin 5 questions centrales pour tester sa durabilité environnementale. On a une question transversale sur les risques qui pourraient affecter les performances de la chaîne de valeur. Au total, nous avons donc 21 questions qui sont au cœur des analyses des experts.
Le point de départ de l'étude, c'est donc l'analyse fonctionnelle qui propose une compréhension générale de la façon dont la chaîne de valeur est organisée et comment elle fonctionne. Il y a trois étapes principales dans une analyse fonctionnelle. D'abord, une description générale de la chaîne de valeur qui regroupe des informations sur le produit avec ses différentes formes, les acteurs, les flux de produits, les marchés et les circuits de commercialisation, etc. Puis un diagnostic technique qui donne des informations sur les techniques et les pratiques des acteurs de la chaîne de valeur, les rendements, les contraintes physiques, les infrastructures, etc. Enfin, une compréhension de la gouvernance dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire principalement la coordination entre les acteurs, les services d'appui aux activités de la chaîne de valeur, les politiques publiques. Une matrice FOM, comme force, faiblesse, opportunité, menace, peut aider à combiner les principaux résultats de l'analyse fonctionnelle et certains éléments résultant des analyses économiques, sociales et environnementales menées pour répondre aux 4 questions structurantes. Il est important, au stade de l'analyse fonctionnelle, de bien définir une typologie d'acteurs qui sera commune aux différentes analyses, les sous-chaînes qui seront comparées, les limites géographiques de l'étude et la période analysée. Première question structurante, quelle est la contribution de la chaîne de valeur à la croissance économique? Il s'agit ici de mesurer les revenus générés par les activités de la chaîne de valeur et qui en bénéficie. L'analyse est menée à plusieurs niveaux. Pour commencer, au niveau des acteurs de la chaîne de valeur, un agriculteur, un transformateur, un commerçant, puis au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur et des sous-chaînes dans l'économie nationale, enfin dans l'économie internationale. D'abord, il s'agit d'estimer les coûts et les revenus d'exploitation des acteurs. C'est ce qu'on appelle l'analyse financière de la rentabilité de chaque type d'acteur tout au long de la chaîne de valeur. Le bénéfice correspond au profit ou revenu d'exploitation des acteurs. C'est la différence entre la valeur de la production et l'ensemble des coûts représentés dans la première colonne du graphique. Ensuite, pour calculer la croissance économique, il faut mesurer la valeur ajoutée par tous les acteurs directs de la chaîne de valeur, les agriculteurs, les transformateurs, les commerçants. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée directe, mais aussi la valeur ajoutée d'acteurs indirects que sont les fournisseurs de biens et services aux acteurs directs. On parlera là de valeur ajoutée indirecte. Ces effets d'entraînement sont importants à mesurer. Plus on produit dans le pays et moins on importe, mieux c'est pour la croissance économique nationale. Par exemple, l'énergie et les sacs utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur, s'ils ne sont pas importés, génèrent de la valeur ajoutée indirecte chez les fournisseurs nationaux grâce à la chaîne de valeur. Le calcul de la valeur ajoutée totale, c'est-à-dire l'ensemble de la valeur ajoutée directe et de la valeur ajoutée indirecte, et des importations totales, calculées selon le même processus, permet de mesurer la contribution de la chaîne de valeur au PIB, à la balance commerciale et au compte public. Ici, le bénéfice concerne plus d'acteurs, puisqu'il englobe le revenu des salariés, salaires, de l'État, taxes, et des fournisseurs, valeur ajoutée indirecte, comme représenté dans la deuxième colonne. Enfin, étant donné que les produits domestiques sont en concurrence avec d'autres produits sur les marchés internationaux, il est important de regarder la viabilité de la chaîne de valeur dans l'économie mondiale. On va donc mesurer la différence entre les biens et services produits, cacao, bananes, lait, etc., et les biens et services consommés par la chaîne de valeur, carburant, emballage, transport, etc., en utilisant des prix internationaux ou prix de parité pour les biens échangeables et en gardant les prix de marché pour les biens domestiques. Ceci
donne une indication du gain ou de la perte pour l'économie nationale et aussi de la compétitivité de la chaîne de valeur. Cette troisième façon de faire est illustrée dans la troisième colonne du graphique. Deuxième question structurante, cette croissance économique est-elle inclusive? Il s'agit ici de produire des informations sur la façon dont la croissance économique bénéficie aux différents groupes sociaux, entreprises, institutions, en fonction des types de bénéficiaires, par exemple les petits producteurs, les salariés, les ménages pauvres, les jeunes, les femmes, les populations vulnérables. On pourra argumenter si la croissance économique est plus ou moins inclusive. Les principales attentes ici portent sur la distribution des revenus et des emplois et l'impact de la chaîne de valeur sur la réduction de la pauvreté. L'économiste et l'expert social, ensemble, mobilisent leurs approches quantitatives et qualitatives pour construire la réponse à cette question. Des éléments issus de l'analyse sociale, par exemple sur les groupes marginalisés, peut enrichir les éléments de distribution des revenus calculés par l'économiste. Troisième question structurante, la chaîne de valeur est-elle durable d'un point de vue social? La réponse à cette question doit s'appuyer sur l'exploration de 6 domaines d'analyse: les conditions de travail, les droits d'accès à l'eau et aux terres, l'égalité de genre, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le capital social et les conditions de vie. Il s'agit d'étudier l'impact du contexte social sur la situation des acteurs de la chaîne de valeur et l'impact des activités de la chaîne de valeur sur le contexte dans ces différents domaines. Pour cela, les experts utilisent un outil spécifique appelé profil social, élaboré par la Commission européenne, qui permet de donner des scores et leur justification extensive à une soixantaine de questions qui se répartissent dans une vingtaine de thèmes. Ils identifient ainsi les principales contraintes, les effets, les opportunités et les risques liés à la chaîne de valeur dans le domaine social. Ces notations permettent aussi de savoir dans quelle mesure les activités de la chaîne de valeur sont en adéquation et appliquent les normes nationales et internationales, comme celles portant sur la gouvernance des terres ou le travail des enfants, par exemple. Quatrième question structurante, la chaîne de valeur est-elle durable d'un point de vue environnemental? Il s'agit ici de produire des informations sur les dommages potentiels, les risques ou les bénéfices des activités de la chaîne de valeur pour 3 aires de protection: l'épuisement des ressources, la qualité des écosystèmes, la santé humaine, et aussi sur le changement climatique et la biodiversité. C'est une analyse essentiellement faite par l'expert environnemental, mais celui-ci peut s'appuyer sur l'économiste et sur l'expert social pour certains aspects de son analyse, en particulier pour l'exploration des risques pour la biodiversité. L'expert environnemental utilise l'analyse du cycle de vie pour faire l'inventaire des ressources utilisées et les substances émises à toutes les étapes de la chaîne de valeur et évaluer les impacts et les dommages environnementaux. Par exemple, les activités de transformation dans la chaîne de valeur vont nécessiter l'utilisation d'énergie qui, en fonction de la nature de l'énergie utilisée, va avoir un impact en termes de changement climatique et créer des dommages en termes d'épuisement des ressources. En fin d'étude, dans la synthèse, les experts doivent délivrer une image claire du fonctionnement de la chaîne de valeur en faisant ressortir les principaux résultats et les points critiques. Cette synthèse comprend les réponses aux 4 questions structurantes, l'identification des risques, le résumé des avantages et forces de la chaîne de valeur et les principaux points de levier pour des actions possibles en vue d'améliorer la durabilité de la chaîne de valeur. Quelques recommandations maintenant aux experts pour mener à bien l'étude.
Les études Vissier-Faudy informent sur le fonctionnement de la chaîne de valeur et les impacts générés à l'intérieur du pays. Quand les experts l'estiment nécessaire, ils peuvent compléter avec une analyse des activités à l'extérieur des frontières du pays à partir d'une recherche rapide sur les segments étrangers, et uniquement quand ils l'estiment nécessaire. Le temps de l'étude est limité. Les experts doivent choisir avec précaution les données les plus importantes en se centrant sur les aspects les plus pertinents pour les décideurs et ne pas perdre de temps à collecter de l'information qui n'améliorera pas significativement les résultats. Pour l'analyse fonctionnelle, en vue de la préparation de la suite du travail, l'équipe doit savoir que plus elle recherche le détail, par exemple une typologie très fine des acteurs, plus importante sera la quantité de données à collecter. L'analyse ne doit pas mesurer avec une précision absolue pour être en mesure d'aider le décideur. Pour l'analyse économique, les ordres de grandeur doivent être privilégiés et plus faciles à établir que des chiffres plus précis. Ils sont généralement suffisants pour la prise de décision. Pour l'analyse sociale, le rapport doit aborder tous les sujets de manière générale au lieu de répondre de façon approfondie à toutes les questions. Sur chaque sujet, il faut faire ressortir les points critiques qui méritent attention. Les analyses environnementales, enfin, proposent généralement des graphiques standards qui nécessitent une explication pour les non-spécialistes. La signification des indicateurs les plus importants et les conséquences sur les aires de protection doivent toujours être clairement établies avec des phrases simples de façon à faciliter la compréhension et l'impact de l'impact environnemental en jeu. Les conclusions doivent aussi être claires et écrites dans un langage accessible pour être comprises et faciles à utiliser par les décideurs. Les experts sont invités à se prononcer sur la disponibilité et la qualité des principaux ensembles de données qu'ils utilisent. L'équipe multidisciplinaire doit travailler de manière intégrée et dans un esprit de collaboration. Les experts des différentes disciplines doivent travailler, je l'ai dit plusieurs fois, avec la même typologie d'acteurs, ce qui ne doit pas les empêcher, à certains moments de leurs analyses disciplinaires, de désagréger un type d'acteur ou d'agréger plusieurs types d'acteurs si c'est nécessaire. Mais l'essentiel des analyses doit porter sur la même typologie et les mêmes sous-filières, de façon à combiner leurs visions pour donner une image globale de la chaîne de valeur. On ne répétera jamais assez que les 4 experts doivent travailler ensemble avec un esprit de collaboration. Ils réalisent en commun l'analyse fonctionnelle. Pour les autres formes d'analyse, ils partagent la collecte de certaines informations et produisent à plusieurs certaines parties de l'analyse. Quelques exemples d'interaction entre les disciplines sont donnés ici. La réflexion doit progresser à partir d'échanges fréquents entre les experts. Cette façon de travailler permet d'éviter l'effet silo, d'analyse juxtaposée et permettre une lecture fluide du rapport.